François Bon, les carnets, une série qui s'intitule IA Fiction, tout simplement parce avec tout ce bouleversement des modes de calcul des applications génératives, c'est pas simplement une affaire de quantité, ça bouleverse le rapport là où nous on joue notre vie, c'est-à-dire dans le rapport même au langage. Alors évidemment, on peut dire oh non 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 non, surtout pas, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est expérimenter, veiller, ne serait-ce que pour comprendre. Si tu lis juste les articles du journal, non, c'est pas ça. C'est dire, voilà, dans ta cuisine, là, on t'a donné cette nouvelle casserole avec des trucs qui ferment, et puis des vapeurs, et puis des régulations et des programmes. Va donc voir un petit peu ce qu'elle est capable de faire. Et puis après, toi, tu retourneras faire tes œufs durs ou ton plat de coquillettes, parce que si tu es écrivain, voilà ce que tu manges. Mais au moins, on saura de quoi on parle. Et mine de rien, peut-être que c'est ça aussi l'enjeu, c'est à quel moment, dans ces manipulations, on va comprendre nous-mêmes de façon... on rend visible, on fait accéder au jour des processus qui sont les nôtres, mais qu'on n'a pas besoin de se rendre visible dans l'usage ordinaire de nos outils. Et là, c'est pas du temps perdu dans la mesure où lancer un dialogue avec ces applications qu'on nomme aussi agents conversationnels, c'est un jeu d'interaction à double sens et qu'on est obligé d'exposer nous-mêmes quels sont ces processus qui sont invisibles dans nos usages quotidiens. Et là, ça peut devenir aussi quelque chose d'intéressant en tant que tel. On a fait déjà 9 exercices, il y a une dizaine de vidéos en ligne. Je suis très content d'avoir accumulé ça et d'avoir fait ce travail. C'est-à-dire l'obligation de parler ces expériences. C'est-à-dire, je l'ai fait, et puis le lendemain, je branche la caméra et on se dit, et si on regardait ce qui s'est passé? C'est là où pour moi le travail s'effectue. Il restait une question, un domaine à ouvrir, celui de la traduction. Alors oui, domaine le plus sensible, alors oui, domaine le plus chargé, par exemple, est entré dans les mœurs, et on en a des échos tous les jours, là où les traducteurs littéraires, moi, certains de mes meilleurs amis sont de hauts traducteurs littéraires, je ne donne pas de nom ici. Et ce qu'on fait, c'est on prend le texte, on le mouline dans la machine, et puis après, on dit à celui qu'on nomme encore traducteur, pas ceux dont j'ai parlé, là, t'as le mot à mot, alors ça ira vite, tu vas réviser, corriger, tu vas remettre ça en ordre. Eh ouais, mais ça marche pas. Sauf que ça se répand, c'est une lèpre dans... Alors évidemment, il y a la littérature, ils font un peu attention, mais il y a toutes les publications qui ne tiennent pas directement de l'exercice littéraire. Et est-ce que tu crois qu'on paye ces gens-là 23 € le feuillet? Non, tu les payes moitié prix, etc., etc. Et là, on a une profession entière qui souffre. Et ça, c'est le paradoxe, c'est quand on parle de ces applications génératives, les enjeux ne sont pas simplement liés aux questions techniques. Les conséquences d'ordre politique, culturel, civilisationnel sont aussi de première urgence, j'allais dire. Et peut-être que c'est ça aujourd'hui où il nous faudrait travailler, mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que je me sers d'applications génératives dans mon travail quotidien pour ce qui concerne la traduction? Oui. Alors, tout simplement, au plus direct, alors j'ai une application qui s'appelle DeepL, c'est une application de traduction dédiée qui me permet, si je l'ouvre, j'écris dans une langue, ordi, la voici, traduire du texte. Alors ici, j'ai détection automatique, donc je peux écrire en français tout simplement « Bonjour, comment allez-vous ?» Et ici, hier, j'étais en
dans un colloque avec l'université de Trente, et donc elle me traduit en italien, puisque hier j'étais avec l'italien. Buongiorno, come stai? Mais si je veux parler, tout simplement hongrois, j'ai au moins une amie hongroise, il me propose plusieurs versions, mais je ne saurais pas la prononcer. Il faudrait que j'appelle Erika pour savoir comment prononcer. Mais par exemple, j'ai toujours à écrire des emails à des amis allemands, américains. Alors j'écris ma lettre en français, colonne de gauche, et je vais avoir la version bilingue. Par exemple, si je suis avec un ami allemand, Hallo, wie geht es Ihnen? Et dans mon email, je mettrai d'abord la version en allemand. Je m'adresse à la personne dans sa langue, et comme je sais qu'il me comprend, sinon on ne discuterait pas ensemble, le mail devient bilingue. Ça, ça fait au moins... c'est passé dans la norme, c'est passé dans l'usage, et qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, vous savez que pour Howard Phillips Lovecraft, je suis depuis un an dans un projet depuis son petit calepin 1925, que je reprends au jour le jour, ça fait le 11e mois, et dans le protocole de ce travail, j'ai la petite note de ce que Lovecraft écrit dans son petit agenda, j'ai une traduction directe en français, j'ai ensuite le commentaire, l'analyse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il écrit, de quoi il parle, quel film il a vu, allons voir ce film. Et l'autre biais du protocole, c'est de revivre, et ça fait maintenant 11 mois, cette année 1925 au jour le jour, je le fais via le New York Times. Voici celui que je vais avoir à traiter ce soir, c'est le New York Times du 30 novembre 1925. Mais en une, on a un article qui m'intéresse. La Dulcinée de Don Quichotte est identifiée à travers de vieilles archives du village du Toboso. Alors comment je fais? Je le sélectionne ici. Le New York Times me propose un petit abonnement mensuel que je me suis offert pour toute la durée de l'expérience, de temps télécharger le PDF. Une fois que j'ai le PDF, et mon logiciel de traduction, DeepL, sera capable de me traduire et transcrire directement le PDF téléchargé. Alors là, est-ce que je pourrais le faire à la main? Oui, mais qu'est-ce que ça me prendrait? Tous les jours. Par contre, il s'agit d'une langue journalistique, donc extrêmement bien codée, qui suppose aussi, avec les choses de scan, des petites erreurs à rectifier, des usages de ponctuation qui n'étaient pas les nôtres. Alors où est le crime? Ça nous définit simplement une frontière. La frontière, c'est à quel endroit la facilité de l'outil devient, paradoxalement, une limite invisible, mais posée par avance à l'exercice de la traduction. Dans la mesure où, si j'utilisais cet outil pour le texte littéraire, non seulement le bassin de mots, je n'aurais pas à le chercher, mais qu'est-ce que la traduction, sinon le temps que je mets pour comprendre moi-même ce dont il s'agit, pas simplement comprendre le texte, mais comprendre son environnement, son contexte, comprendre ce qui s'y joue justement par rapport aux écarts, aux bassins, aux nuances d'emploi des mots, et faire ce saut, phrase après phrase. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille Lovecraft. Je ne prends pas un paragraphe et j'en fais un premier jet. Non, c'est une phrase, et puis une phrase, et puis une phrase. Mais si j'avais le travail de façon prémâchée, tout serait mort. À quel endroit se situe là le curseur? Alors j'ai pris pour ça, voici mon Lovecraft depuis bien longtemps. C'est une compile de tous ces récits et fictions. Necronomicon, c'est assez vieux. Mais en tout cas, il est tellement adorable, je m'y suis attaché un petit peu, même si je travaille évidemment toujours avec des versions numériques. Et à la fin de cette œuvre narrative complète, on a un texte, qui n'est pas un des derniers textes de Lovecraft, mais un des textes, The Dream Quest of Unknown Kadath. La quête en rêve de Kadath, l'inconnu.
Kadaf étant une ville. Et dès la première phrase, alors on a Three Times, Randolph Carter. Randolph Carter, c'est une sorte de double récurrent de Lovecraft qui vient dès ses toutes premières fictions et qu'il utilise dans au moins 7 ou 8 reprises, je crois, dans différents récits. C'est pas un récit très long, même là où on a des pages assez mastoc, mais c'est un récit en prose poétique qui pose des défis énormes. Ça fait des années, depuis que j'ai commencé à traduire Lovecraft en mai 2010, waouh, 15 ans, je me suis toujours dit qu'un jour, ça y est, je serais prêt à aborder ma propre version de Kadaf, et que cette fois, j'en aurais fini avec ce parcours et ce long travail. Alors, un texte où tous les enjeux de prose poétique, tout d'un coup, c'est un mur. Ouais, par exemple, regardez, ça, c'est le Lovecraft de Gallimard, Pléiade, vendu 70 balles, qui inonde maintenant en folio tous les rayons de librairie. Moi, évidemment, ma petite traduction au seuil, il a fallu faire place là, celui qui déboule avec ses coups de coude. C'est un Pléiade à 70 balles de Lovecraft avec 1000 pages dedans. Bah ouais, mais il aurait fallu 50 pages de plus pour mettre Kadaf. Ils l'ont oublié, comme par hasard. C'est difficile, laisse-le de côté. Par contre, en 1954, on a eu la chance qu'un poète, Bernard Noël, grand poète, qui était aussi un ami. Bernard, c'était aussi des travaux alimentaires, mais c'est quand on est un poète du gabarit de Bernard Noël, c'est jamais seulement alimentaire. Il a eu la commande, donc c'était 10-18, introduction de Jacques Bergier, de traduire Lovecraft dans un moment où sa biographie, on ne connaissait quasiment rien. Les problèmes de stylistique, on n'avait aucun élément pour avancer là, on avait juste le texte. Et Bernard Noël a fait la première version française de Kadaf, l'inconnu. On a 4 parties dans le livre, 4 fois des récits avec la présence de Randolph Carter. Kadaf, c'est le plus long et c'est le dernier du livre. 4e partie, il a simplement traduit à la recherche de Kadaf. Il a laissé la quête en rêve de Kadaf, l'inconnu. Mais c'est la première fois que ce texte apparaissait en français. Il y a une autre bizarrerie, c'est que ce titre « Démons et merveilles », qui n'est pas de Lovecraft, qui est juste celui de l'anthologie, semble, lui, s'être enraciné et qu'ensuite, puisque d'autres traductions sont venues, 10-18 a simplement enlevé, si jamais il l'a mis au départ, le nom du traducteur. Donc voilà une traduction par Bernard Noël, qui est d'une limpidité, d'une force. Moi, j'y reviens toujours, même sachant l'enjeu qu'il y a à constamment retraduire, à mesure que change le contexte, et qu'on dispose aussi d'un manuscrit beaucoup plus élaboré, parce que à l'époque, déjà August Dallas avait simplifié ses propres transcriptions pour le publier en américain, on a resimplifié encore, etc. Ça, c'est la cuisine. Ce que je me suis dit, justement, je voulais pas prendre une traduction que moi j'aurais commise. Je dis, je vais prendre le tout début de Kadaf, l'inconnu, et on va prendre la version de Bernard Noël, mais on va travailler avec la machine à interroger cette première phrase du premier paragraphe de la quête en rêve de Kadaf, l'inconnu. Si vous êtes prêts, et pardonnez la longue introduction, on y va. Alors, au départ, je n'avais pas d'a priori, je me suis dit, je vais prendre cette première phrase. Three times Randolph Carter dreamed of the marvelous city, and 3 times was he snatched away, while still he paused on the high terrace above it. Une phrase de 3 lignes,
toute simple, mais vous voyez que des inversions, vous voyez qu'un mot étrange, snatch, et puis l'ordre même des mots, le passé simple, tout ça, donc des questions. Alors j'ai essayé, comme j'avais fait dans ma première manip, je m'étais dit, tiens, je vais comparer. J'ai tenté avec ChatGPT, j'ai tenté avec DeepSeek, et puis je suis arrivé à l'application générative de Anthropic qui s'appelle Claude, du nom d'un théoricien de l'information du MIT, qui postérieur à Lovecraft, mais ils auraient pu se croiser dans les rues de Boston. Claude Shannon, l'application générative s'appelle Claude. C'est la plus complexe et c'est celle qui, sans arrêt, permet le plus dans cette instance conversationnelle. Non pas comme ChatGPT qui dit « Bon, j'ai fait mon travail de Wikipédia, au revoir, ça vous va ?» Claude lui renvoie sans cesse la balle en reformulant des questions. Et ça, c'est l'avantage qu'on va retrouver aussi dans cet exercice. Et je lui soumets donc le premier paragraphe, là je l'avais mis d'ailleurs entier, dans l'anglais original de Lovecraft. Thought for 10 seconds, c'est-à-dire pendant 10 secondes, la machine mouline. Ensuite, il a son propre commentaire de son travail. Considering translation parameters. L'usager souhaite une qualité littéraire pour une traduction d'un passage de Lovecraft en français. Je vérifie d'abord le copyright. Les travaux de Lovecraft sont dans le domaine public aux USA depuis qu'il est mort en 1937. En France, depuis 70 ans après sa mort, elles sont entrées dans le domaine public en 2007. Donc, le texte est du domaine public. Vous voyez, c'est des vérifications qui sont aussi importantes. J'ai juste à traduire sans commentaire supplémentaire et on y va. Par 3 fois, Randolph Carter rêva de la merveilleuse cité. Par 3 fois, il en fut arraché alors qu'il s'attardait encore sur la haute terrasse qui la dominait. Voici cette phrase en français. Et il commente ce que je ne lui avais pas demandé. Le passage décrit de façon vivante une cité enchantée, étincelante dans le soleil couchant, complétée avec ses murs, ses temples, des colonnades, etc., etc. Le mystère les enveloppe comme des nuages autour d'une montagne fabuleuse et inexplorée. Alors voici maintenant sa proposition, toujours sur la totalité du premier paragraphe. Par 3 fois, Randolph Carter rêva de la merveilleuse cité. Par 3 fois, il en fut arraché alors qu'il s'attardait encore sur la haute terrasse qui la dominait. Toute dorée et ravissante, elle flamboyait au soleil couchant avec ses murailles, ses temples, ses colonnades, ses ponts arqués de marbre veiné, ses fontaines au bassin d'argent projetant des gerbes prismatiques sur de vastes places et dans des jardins embaumés, et ses larges rues s'enfonçant entre de délicats alignements d'arbres, des urnes chargées de fleurs et des statues d'ivoire rangées en files étincelantes, tandis que sur les pentes abruptes montant vers le nord s'élevaient des gradins de toits rouges et de vieux pignons pointus, abritant de petites ruelles aux pavés herbeux. Tout est juste, tout est précis, tout est inattaquable, et pourtant, ce n'est pas une traduction, c'est du calcul. On peut avoir, je parlais par exemple l'équipe de Romain Ménini qui a publié cette version scientifique de référence de Rabelais en bouquin. Il propose en belle page le texte original de Rabelais et en page de gauche, donc nous forçant quand même à prendre le texte original d'abord, ce qu'il appelle une translation. Alors translation, traduction, merci de cette nuance, Romain Ménini. Ici, on a une translation de Lovecraft. Et le danger, c'est comment se propage, mais avec des robinets d'eau tiède, ce que j'ai pu appeler avec ChatGPT, littérature ChatGPT, littérature surgelée, ou bien ce que j'ai appelé aussi littérature sans odeur. Mais quoi ? Est-ce qu'il s'agit là de sentir d'abord l'odeur du traducteur pour avoir quelque chose qui sera moins exact ? Ben ça y est, on est entré dans l'exercice. Alors voici ce que je vais proposer. Pourrait-on imaginer de faire le chemin inverse ? Partir d'une version française et la traduire en anglais et
là, je lui ai donné une consigne supplémentaire, puisque vous savez que Howard Phillips Lovecraft, par réaction, à sa propre précarité dans une époque qui ne lui convenait pas, mais à son amour de la langue anglaise au moment des premières colonisations des États-Unis, utilise une langue, celle de Samuel Johnson, l'anglais du XVIIIe siècle, et il utilise de façon volontaire un anachronisme de syntaxe qui lui permet de donner comme ça, cet écart avec, évidemment, la situation contemporaine du récit. Et ça, c'est évidemment décisif dans Howard Phillips Lovecraft. Moi, dans mes propres traductions, oh là là, les volets de bois vert que j'ai pris. Je me suis dit, ce décalage, comment le rendre? Est-ce que on peut aujourd'hui traduire dans la langue de Saint-Simon ou Diderot, ou bien non, refaire le même décalage? Et j'ai choisi Baudelaire, Edgar Poe. Quand Baudelaire traduit Edgar Poe, on a ce décalage. Si moi j'utilise la musique de ce décalage de Baudelaire traduisant Edgar Poe, en quoi ça peut me rendre dans mon travail personnel contemporain sur Lovecraft cette sensation d'un léger écart. Mais léger, cet écart. Alors je lui demande, en donnant à cet usage de l'anglais un côté ancien aux sonorités et syntaxes du XVIIIe siècle. Voici le passage, et voici la traduction, donc retour. Fries, alors tout d'un coup, lui, il ajoute, je lui demande de faire du XVIIIe siècle, il dit pas three times, il dit Fries. Mot que je ne connaissais même pas. Fries did Randolph Carter dream of the marvelous city, and Fries was arrested from his dreams. Alors, note sur les choix stylistiques, et là va commencer le dialogue avec l'abgénératif. Utilisation de formes archaïques, thrice, 3 fois, whilst, tandis que, ça je connaissais, twas, abréviation pour c'était, did, avec fonction emphatique. Inversion syntaxique, caractéristique du XVIIIe siècle, mais Lovecraft pratique des inversions totalement anachroniques. Vocabulaire d'époque, wrested, arraché. Nous, on avait snatched chez Lovecraft, mais qui n'est pas un mot fréquent non plus. Tarried, s'attardait. Beauteous, ça c'est Rimbaud qui avait repris ces êtres de beauté. Et il met beauteous dans son propre texte, well nigh. Orthographes anciennes, prismatique au lieu de prismatique, donc le CK au lieu du C. La correspondance, les lettres de Lovecraft, c'est quelque chose qu'il pratique en continu. Alors, moi c'était trop, tu comprends. Alors, hop là, 3e exercice. Si on oublie cet appui sur le XVIIIe siècle et qu'on retraduit ce même passage en anglais américain actuel, il ne discute pas. C'est ça qui est génial avec l'application générative. Il dit toujours oui. Vous voulez ça? Je vous le fais de suite. 3 times Randolph Carter dreamed of the marvelous city, and 3 times he was torn from his dreams while he still stood on the high terrace overlooking it. Ça y est, il se plante. Alors, caractéristique de cette version moderne, vocabulaire courant et direct, et c'est là qu'on va commencer, moi, ce que je cherchais, c'est-à-dire, il se passe quoi quand nous, on traduit? Il se passe quoi qu'on n'a pas besoin de formuler? Et peut-être là, il y aurait ce paradoxe, c'est que si on utilise l'outil, on a une langue surgelée, même Claude. Mais quand il s'explique de sa démarche, il nous formule, c'est long, il me fait 20 pages, tout ça, mais il nous formule un portrait du mécanisme mental de ce que nous on fait quand Bernard Noël il écrit 3 fois Randolph Carter rêva. Vocabulaire courant et direct, structure syntaxique fluide et naturelle, orthographe américaine, marvelous, avec un seul L au lieu de marvelous avec 2 L, merci de me l'apprendre, expression contemporaine, torn from, toujours le snatch qu'il est incapable de retrouver à l'envers, overwhelmed by desperate need, suppression des archaïsmes et inversion poétique. Alors, là j'y vais moi. On est au 4e exercice. Je vous redonne la version originale de Lovecraft. Que peut-on retirer d'une comparaison de la version ci-dessus avec cette version originale? C'est-à-dire, je vais lui demander lui-même de juger de son travail par une analyse.
Alors, pareil, moi là, j'avance à tâtons. Qu'est-ce que je lui demande ça? Pourquoi je lui demande ça? Est-ce que je lui demande ça? Est-ce que j'ai posé les bonnes questions? Etc. Bon, de toute façon, l'important, c'est le processus. 3 times Randolph Carter dreamed of the marvelous city, and 3 times was he snatched away, while still he paused on the high terrace above it. Toujours uniquement la première phrase pour ce qui est cette vidéo. Et immédiatement, j'ai demandé une analyse comparative, version moderne versus version originale de Lovecraft. Cette combinaison révèle plusieurs pertes significatives dans la traduction moderne. Donc, ce qu'il avait lui-même établi depuis la version de Bernard Noël, qui était une traduction, et non pas le Lovecraft original. Rythme et musicalité, Lovecraft utilise des inversions poétiques. Was he snatched away, ça y est, le snatch revient. All golden and lovely it blazed, qui crée un rythme onirique et cérémoniel. Et là, cette instance du cérémoniel, on la savait, mais lui la formule, version moderne, syntaxe directe et prosaïque, qui aplatit la cadence. Il est lui-même capable. Alors, c'est là aussi le jeu, c'est-à-dire que quand tu travailles avec une application générative, moi, si je lui dis « Ah, vous avez aplati la cadence ?» Eh bien, refaites-moi la version, mais en essayant une cadence. C'est-à-dire, on peut l'emmener dans du travail. Simplement, pour moi, la question, c'est quand tu traduis, tu restes muet, tu retiens, tu attends. Si tu attends le lendemain. Souviens-toi de Bernard-Marie Coltès, un ami, quand il parle dans Une part de ma vie de comment la règle qu'il s'était donnée toute sa vie pour écrire du théâtre. Tu écris une réplique, tu attends le lendemain. Tu vas au cinéma, tu vas voir 3 fois des films de Bruce Lee, etc. Et tu attends le lendemain matin pour écrire la suivante. La réplique, c'était « Oui, merci ». Eh ben, tu attends le lendemain pour écrire la suite. Pour moi, dans la traduction, il y a aussi cette rétention. Tu attends cette rétention pour que quand ça vient, ça y est, mentalement, la phrase, elle est prête. Alors, lui, choix lexico précis. Snatch away, arraché brusquement, n'est pas torn from, déchiré de perte de la soudaineté. Moi, tu vois, snatch away, est-ce que c'est simplement un vocabulaire? Non, parce que torn, c'est le mouvement de déchirer. Voilà. Et lui, là, cette analyse, peut-être que là, par exemple, les gars du Pléiade, là, quand je les avais critiqués, ça leur avait pas bien plu, hein. Alors, ils me diraient, tu sais pas la différence entre snatch et form? Ouais, j'ai pas fait d'études comme vous, moi, mais tu comprends. C'est physique, tout ça. Blazed, flamboyait, différent de gleam, de luisait, perte d'intensité, donc soudaineté, intensité. Marching, marchant, avançant, différent de line, bordé, perte du mouvement dynamique, supernal, etc., etc. Hung about, différent de surrounded, unvisited, unexplored. Et moi, j'ai dit tout à l'heure, en traduisant, par réflexe, j'ai dit inexploré. Mais unvisited, jamais visité, jamais exploré. Comment tu vas choisir? Ouais, c'est ça, le boulot du traducteur. Tandis que l'application générative, elle choisit d'emblée. Alors, tu peux changer les critères du choix. Tu peux peser. Là, tu as perte soudaineté, perte intensité, perte mouvement dynamique, perte nuance mystique. Alors, le prompt, ce serait perte de la suspension atmosphérique. Tu lui dirais, reprends cette phrase, induit intensité psychologique, induit suspension atmosphérique, et il va le faire. Et on va arriver par petits pas à, je dirais, un texte consensuel. Et est-ce qu'il y a besoin d'être traducteur? Pas forcément. Il faut quand même un petit peu de goût pour la langue. Précision descriptive. Flower-filled Horns, non, Lovecraft avait écrit Blossom-laden, et moi, Blossom-laden, non, mon anglais va pas jusque-là. Peaked Gables, au lieu de Pointed Gables, là, oui. Harboring, la notion de port, et sheltering, la notion d'abri. Est-ce que c'est différent? Oui, parce que le port, il y a toujours le chemin qui y mène, etc. Intensité émotionnelle finale, of some momentous, style archaïsant délibéré. Et là, il analyse le style de Lovecraft. Lovecraft, écrivant dans les années 1920, employait déjà un style volontairement vieilli pour créer une atmosphère de conte gothique, de récits anciens. La modernisation efface cette patine temporelle intentionnelle. Conclusion, le passage de Lovecraft n'est pas simplement descriptif, c'est une prose hypnotique qui mime l'état de rêve par sa syntaxe, son vocabulaire précis, sa musicalité. La traduction moderne, bien que claire, perd l'essentiel, l'envoûtement linguistique, etc.
Alors, moi je rejoue. Pensez-vous que cette qualité éminemment littéraire d'un style soit accessible à une application générative comme la vôtre? Et là, réponse nuancée et honnête, oui et non. Laissez-moi expliquer les limites et possibilités actuelles. Ce que je peux faire, analyser et comprendre les qualités stylistiques. Reproduire des marqueurs superficiels, utiliser des inversions syntaxiques, du vocabulaire rare, des tournures anciennes, imiter des styles connus. Et vous savez que sur ces applications génératives, on a la possibilité de déposer un fichier qui peut être une liste d'instructions, une liste de mots, des instructions concernant justement le style et la syntaxe, en lui disant de respecter cette liste que je lui donne en même temps. Mais il est capable de formuler. Il, elle, on, a, l'IA, comme répètent les articles de journaux, l'IA est capable d'énoncer elle-même ses limites fondamentales. 1. L'intuition poétique authentique. Lovecraft sentait ces phrases. Tout à l'heure, j'ai parlé d'odeur, la littérature sans odeur des applications génératives. Chaque mot était pesé pour sa sonorité, sa résonance émotionnelle. Et lui, il procède par pattern matching statistique. Alors là, j'aurais pu lui dire, qu'est-ce qu'un pattern matching statistique? Pas par intuition esthétique. Oui, mais dans ma tête, moi, ça fonctionne comment? L'originalité stylistique. Je peux pasticher, c'est-à-dire utiliser des instructions, mais créer un style véritablement nouveau et cohérent sur sa durée, c'est infiniment plus difficile. Mais quand on pense pastiche, vous vous souvenez de ce fait divers que Marcel Proust écrit dans le style de Saint-Simon, dans le style de Balzac, dans le style de Zola, dans le style des frères Goncourt et je ne sais plus qui. Il écrit 9 pastiches différents d'un même fait divers extrêmement banal. C'est-à-dire que Proust a utilisé le pastiche pour sa propre formation stylistique. La voix unique, ce qui fait qu'on reconnaît Lovecraft. Tiens, regardez, vous voyez, moi je parle de Proust, mais lui aussi. Ou Proust ou Faulkner, en 2 phrases, tient à des micro-choix inconscients, des obsessions lexicales, des tics syntaxiques qui créent une signature. Je peux simuler, mais pas habiter une voix. Il me met le mot « habiter » en italique. Mais où il a pêché le mot « habiter » ? Habiter une voix. Tu viens, tu la meubles, tu t'y installes, tu mets ton corps, tu t'y... Habiter une voix. Tout d'un coup, le dialogue nous aide. Le contexte vécu, un exemple concret. Si vous me demandiez d'écrire un nouveau passage à la manière de Lovecraft, je produirais quelque chose de techniquement correct, localement convaincant, mais probablement moins soutenu sur la longueur, avec des failles, des répétitions, un manque. Moi, je travaille là juste sur une seule phrase. La vraie question philosophique, dit-il, le style littéraire de haut niveau est-il un système de règles complexes que je pourrais maîtriser avec assez de données? Point d'interrogation. Ou une émergence de la conscience humaine, intuition, vécu et subjectivité? À vous. Vous avez 3 heures pour la réponse, mais vous pouvez l'explorer avec Claude ou ChatGPT. Vous recopiez ça et faites un prompt avec. Waouh, c'est encore un exercice le 11. Probablement les deux, dit-il. Mon avis personnel. Qu'est-ce que... Alors, il dit toujours « je pense »,« je crois », et là, mon avis personnel. Mais qu'est-ce que cette notion de personnel concernant un outil de calcul? De quel droit tu dis personnel, dit machine? Je suis un outil. Tiens, regarde, je vais prendre ma pince. Je suis un outil qui s'appelle la pince à bricoler. Et je suis là, sur son bureau. Je suis un outil puissant pour l'analyse, la traduction fonctionnelle, l'aide à l'écriture. Je peux vous aider à affiner votre propre style. Et c'est là où va commencer l'interaction vraie. Suggérer des variantes, identifier des problèmes. Mais pour l'instant, la création littéraire de haute volée, c'est nous ça, reste fondamentalement humaine. Je suis un assistant sophistiqué, pas un artiste. Cela changera-t-il? Peut-être, mais pour l'instant, l'honnêteté. Un outil a-t-il le droit d'être honnête? Pince, es-tu honnête? L'honnêteté m'oblige à reconnaître mes limites face à un maître comme Lovecraft. Qu'en pensez-vous? Votre expérience de cette conversation confirme-t-elle ou nuance-t-elle mon auto-analyse? L'agent conversationnel ne fait pas de cadeaux. Et c'est ça, par contre, un processus où là on est à l'écart du texte de Lovecraft et à l'écart de la
proposition Bernard Noël, mais c'est précisément le jeu entre les deux qui nous donne, nous, l'espace décisif pour commencer à réfléchir notre propre travail. Non seulement je valide cette analyse, je dis moi, mais je considère important de la faire valoir dans nos apprentissages pédagogiques. Et là, je lui mets le mot pédagogique. Alors, pédagogique, est-ce que je suis vieux prof? J'ai été 5 ans prof de mes 60 à mes 65 ans. Alors, évidemment, probablement, mais c'est pas ça la question. Je lui mets pédagogique en disant, l'expérience que je fais ici, elle est pour apprendre. Et vous allez voir que il va mémoriser cet adjectif-là, tout discret, et il va en faire maintenant, lui aussi, là, la ligne de crête de cet échange. C'est-à-dire, il est capable de saisir et de nous piéger un tout petit truc où moi j'avais pas mesuré l'importance de l'adjectif. Prenons maintenant une version française de ce même texte, celle de Bernard Noël, dans le livre Démons et merveilles, qui a contribué historiquement à faire connaître Lovecraft en France. 3 fois, Randolph Carter rêva de la merveilleuse Kadaf, et 3 fois il en fut repoussé alors qu'il s'arrêtait sur la haute terrasse qui la surplombe. De toutes ces murailles, de ces temples, de ces colonnades, de ces ponts de marbre, de toutes ces fontaines, de tous ces jardins parfumés, de toutes ces rues bordées d'arbres délicieux, d'urnes pleines de fleurs et de rangées luisantes de statues d'ivoire, la ville étincelait, fascinante et dorée, sous le soleil couchant, tandis que vers le nord, sur les pentes abruptes, grimpaient des étages de toits rouges et de vieilles mansardes pointues entre lesquelles se réfugiaient de petites ruelles caillouteuses où l'herbe avait poussé. Donc, vous voyez, la langue de Bernard Noël, c'est pas rien. Pouvez-vous comparer le texte original et cette version et la comparer à votre première traduction de ce passage? Donc, mine de rien, je lui dis, ça y est, moi, c'est une proposition, et vous allez la comparer non pas à un texte, mais à 2. Et il aurait pu me dire, oh là là, c'est dur là ce que tu me dis, hein. Analyse comparative, Lovecraft original, Bernard Noël, ma traduction. Observation fondamentale. Bernard Noël ne traduit pas, il réécrit. Ah ouais, et tu dis ça à André Markovitch ou tu dis ça à Claro. Tu ne traduis pas, tu réécris. Ils vont te citer Henri Meschonick ou d'autres, ou Walter Benjamin. Mais nous dirons, ben oui, traduire, c'est écrire. C'est écrire. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction écrire quand il y a un sous-texte et un appel depuis une langue qui reste tout autour, à distance, et non pas dessous. C'est une approche radicalement différente de la mienne. Cela se voit immédiatement. Et on est dans une société qui nous apprend, justement par ses usages éditoriaux, voici un mot à mot, débrouille-toi avec ça, qui nous apprend à ne pas voir. L'application générative peut nous aider à voir ce qu'on nous impose en disant « I-A, I-A, I-A » à ne plus voir. Différence structurelle majeure, Lovecraft original, on est là sur l'ensemble du premier paragraphe. 3 phrases longues, hypnotiques, avec subordination complexe. Rythme ternaire cérémoniel, wow. Accumulation par virgule, créant un flux onirique. Bernard Noël condense en 2 phrases seulement, reformule la structure de toutes ces murailles, de toutes ces fontaines, de toutes ces rues, crée un effet d'énumération par répétition de toutes, procédé absent chez Lovecraft. Ma traduction suit servilement. La structure anglaise conserve les 3 phrases, respecte les virgules, et voilà qu'il me propose un tableau. The Marvelous City, Bernard Noël, la merveilleuse Kadaf, ma traduction, la merveilleuse cité. C'est-à-dire que Bernard Noël avait repris le mot titre, Kadaf, dans la phrase où Lovecraft introduisait city. Snatch away, en fut repoussé, en fut arraché. Paused, s'arrêtait, s'attardait. Blazed, étincelait, fascinante et dorée. Flamboyait, delicate trees. Je me souviens quand on avait travaillé sous l'autorité de Frédéric Boyer, de personnes scientifiques issues des études bibliques, ce qui s'est appelé
La Bible Bayard, la Bible des écrivains, il y avait Jacques Roubaud, Valère Novarina, Emmanuel Carrère, Olivier Cadiot, Pierre Alféry, etc. Marine Diaye, Florence Delay. Moi, d'abord, j'avais refusé d'entrer dans ce collectif. Mais non, je n'ai pas les compétences. Et puis moi, la Bible, tu comprends, mon grand-père, il va se... Et puis Boyer m'a dit, si, ça sera Jérémie. Tu vas faire Jérémie. Jérémie, c'est déjà ton écriture. Ce qui était une drôle d'idée de Frédéric Boyer. Tu prends le traducteur en fonction d'un univers personnel qui, d'après lui, correspond à ce texte précis de la Bible. Voir les psaumes par Olivier Cadiot, par exemple, dans cette traduction, mais nous, on avait, je me souviens, une espèce là de jeu où on avait le texte hébreu, le texte grec, le texte latin, on avait les versions du XVIIe siècle. Moi, j'ajoutais, par exemple, la Bible du chanoine Crampon, qui m'a énormément aidé. Et donc, ce dispatching, c'est-à-dire un mot à mot, c'est pas une version linéaire. Un mot à mot, ça peut être un tableau, là, pour l'expérience Bayard, Bible des écrivains, sous l'autorité de Frédéric Boyer. Combien ces 2 ans, c'était une expérience de dialogue infiniment riche, mais c'était, tu as 6 propositions, organise-toi ton jeu de puzzle à l'intérieur. Décision traductive de Bernard Noël, liberté prise, cadastre au lieu de city, il anticipe, nomme déjà la ville, alors que Lovecraft maintient le mystère, ouais, mais c'est dans le titre, repousser, au lieu de snatch away, changement radical de sens, repousser, activement écarté, versus arraché, enlevé violemment, etc., etc. Effet produit, Bernard Noël crée un texte qui sonne français. Qui a sa propre musicalité, il sacrifie la fidélité littérale pour l'effet littéraire en français. Mais est-ce que ça... Alors la notion d'effet, positive, négative, je ne partirai pas d'en juger. Mais ma traduction en comparaison. Les forces, fidélité structurelle, précision lexicale, faiblesse révélée par Noël, trop collé à l'anglais, calques syntaxiques qui alourdissent le français, manque d'audace créative, moins fluide à lire. Exemple fragrant, la machine, ces fontaines au bassin d'argent, eaux gerbes prismatiques dans de vastes places. Eau, dents. Bernard Noël, toutes ces fontaines et de tous ces jardins parfumés. 2 philosophies de la traduction, je passe un petit peu, ma traduction IA académique, ce que cela révèle sur l'IA. Je manque de courage créatif. Mais si tu dis je manque, commence par te corriger. Je n'oserais jamais traduire delicate par délicieux, même si c'est poétiquement juste. Et là, moi, je m'en souviens des volets de bois vert, y compris là quand j'avais critiqué le Lovecraft Pléiade. De dire, mais non, là, c'est délicieux, tu mets delicate, tout simplement un anglicisme. Tu t'es encore fait piéger. J'ai des listes de dizaines d'anglicismes que t'as pas repérés parce que c'est pas ton taf. Même si c'est poétiquement juste. Je suis prisonnière. Tiens, il parle de lui au féminin. Oh, voilà autre chose. De la structure source. Bernard Noël, déconstruit et reconstruit, je transpose. Et ça, c'est important. Tu déconstruis et retranscris, oui, on le fait tous. Mais est-ce que tu transposes ? Est-ce que tu peux te débarrasser de la transposition ? Non. Par exemple, Lovecraft écrit toujours en diptyque avec un point-virgule au milieu des 2 segments et quelquefois on a un prolongement grammatical malgré le point-virgule, etc., etc. Et toi, tu peux dire, ce que font pas tous les traducteurs, moi j'ai le choix de dire, je garde la structure de ponctuation de Lovecraft, l'ambiguïté de ce point-virgule avec ce jeu de diptyque, comme ici, j'avance en stéréo, et, c'est un choix qui m'appartenait. Volet de bois vert. Je ne peux pas sentir si ça sonne bien. Donc tu dis sonne, ça sonne. Comme disait Rabelais, la cornemuse, ça sonne. Quelle cornemuse. Bernard Noël a une oreille de poète. J'ai des probabilités statistiques. Verdict, et là, vous voyez, il reprend mon pédagogique. Pour l'enseignement, mon type de traduction, etc. La leçon, allez, là c'est du baratin. Revenons encore à étape suivante. Alors allons-y. Certainement, mais je souhaiterais pouvoir aussi indiquer la marche contraire. Comment, en tant que traducteur littéraire, c'est-à-dire, comment vous pouvez m'aider dans moi-même mon propre travail, non pas pour traduire,
mais dans cet amont de comment je vais traduire. Comment, en tant que traducteur littéraire, je peux m'approprier vos outils pour nourrir ma démarche, alors que même le choix élémentaire des mots doit participer de mon intuition la plus obscure. Là, les copains traducteurs qui passent ici, s'ils m'écoutent, je pense qu'ils ne seront pas en désaccord. Et que la tâche du traducteur est de ramener au plus près du texte original ses intuitions les plus personnelles et éloignées. Tu sautes et tu vas à l'écart. Ensuite, tu ramènes ça pour que ça colle avec le texte original. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Plutôt que de faire migrer le texte d'une langue à l'autre. Proposition, l'IA comme atelier du traducteur. Et voilà une nouvelle formulation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans traduire avec IA, on est dans l'IA comme atelier. Tout est toujours servi de dictionnaire. Les dictionnaires papier, ils sont même plus dans mon bureau parce que je m'en sers plus. Et à un moment donné, je me servais du Harper & Collins, puis je l'avais payé cher, 160 balles, je crois, pour l'avoir là directement en permanence sur l'ordinateur, le Harper & Collins. Est-ce que je m'en sers? Non, je me sers de DeepL. Et je me sers à chaque moment aussi de dire ce mot, j'ai snatch. Eh bien, je vais pouvoir essayer d'utiliser ça. Tout simplement, je le faisais avec Google, mais maintenant, j'aurais tendance à le faire justement avec les outils IA comme Perplexity, par exemple, à disposition gratuite. Dire Perplexity, voici le mot snatch away. Est-ce que tu peux me retrouver 10 exemples dans l'anglais du XVIIe au XIXe siècle où vient le mot snatch away. Et il me proposera du Hawthorne, du Boswell ou du Johnson, etc., etc. Et là, cet outil, cette notion d'outil, est-ce qu'on peut traduire sans outil? Est-ce que c'est un crime d'utiliser des outils technologiques informatiques plutôt que nos traditionnels outils papier, comme j'ai au-dessus de moi, là, mon vieux livret en 7 volumes acheté d'occasion en 1980. Et regardez comme il me répond. Phase d'immersion. D'accord, ça c'est ce dont je viens de parler. Et il me dit, cartographier le texte. Ah bon? Faire un plan, faire une carte d'une phrase. Cartographier le texte, ce que je peux faire. Produire une traduction ultralittérale, mot à mot, donc illisible. 3 fois Randolph Carter rêva de la ville merveilleuse et 3 fois fut-il arraché loin pendant que encore il faisait une pause. Lui-même est capable d'arrêter son travail sur le mot à mot et de produire l'insanité du mot à mot. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Fournir les étymologies, les connotations historiques de chaque terme, identifier les patterns syntaxiques, comment tu traduirais? Les répétitions, les échos sonores, signaler, etc. Votre usage, vous voyez. Ouais, c'est-à-dire c'est l'intuition. Vous voyez la structure profonde du texte. C'est le travail de lecteur. Travail de lecteur. Alors ce qu'il me dit, c'est d'abord, soyez lecteur avant d'être traducteur. La tâche de traducteur n'annule pas l'étape lecteur. Alors que moi, je sais bien que si je traduis, c'est que pour ce ralenti, pour ce travail convoqué de mental, la nécessité où je suis, n'étant pas traducteur comme des Claro, des Nicolas Richard, des Charles Courset et autres, conscient de mes limites linguistiques, le français, ça va à peu près. Et encore. C'est dire ce qui a fait entrer, et bien avant Lovecraft, l'exercice de traduire dans ma vie, c'est en quoi ça m'alourdit et ça m'augmente dans ce qu'est être lecteur. Comme un anatomiste avant le sculpteur. Exploration du champ des possibles. Alors voilà ce qu'il me propose. Je peux vous générer 10 traductions différentes d'une phrase problématique, chacune explorant une direction différente. Par exemple, pour delicate trees, délicat, gracieux, fin, précieux, fragile, exquis, ténu, aérien. Proposer des solutions de différents registres, neutres, archaïsants, poétiques, contemporains.
Alors pourquoi pas? Je pense à Kenneth Goldsmith qui raconte cette poète conceptuel qui est allé à la British Library à Londres, qui a repéré 80 versions différentes publiées du premier tercet de l'enfer de Dante et qui a publié un livre où c'est 80 fois de suite le même tercet de Dante au milieu du chemin de ma vie, par une sente obscure, etc. Et le livre devient 80 versions différentes d'un même tercet, toujours répété sur 300 ans. Et là, c'est intéressant. Non pas pour choisir, délicat, gracieux, fin, précieux, fragile, exquis, ténu, non, mais pour voir ce que vous rejetez. Fragile, non. Précieux, non. Gracieux, non. Aérien, non. Et comprendre ainsi ce que vous cherchez vraiment. Comprendre ce que je cherche en écartant la forêt, là c'est le mot que j'ai utilisé pour Dante, per un selve oscura, j'enlève pour... Ouais, là tout d'un coup tu te dis, tiens, est-ce que je veux penser ça, moi? Ben non, mémoire externe et cohérence. Ce que je peux faire, mémoriser vos choix de traduction sur un texte long, repérer les récurrences. Si vous avez traduit marble par marbre, page 3, voulez-vous maintenir ce choix, page 47? Probablement, pour marble, ça va. Mais quand vous pensez à tous les adjectifs qu'utilise Lovecraft pour désigner la terreur, hideous, etc., là, je ne sais plus en tête, mais il y en a au moins 14 en anglais, et on n'en a que 3 ou 4 en France. Étrange, bizarre, hideux, ouais. Et si de 14, tu passes à 3. Comme les Inuits qui ont 10 mots ou 12 mots pour désigner les différents états de la neige. Comment tu vas faire, toi? Et là, tout d'un coup, on change de question. Résistance du texte. Qu'est-ce qui résiste? Ah ouais, c'est pour ça que t'aimes les livres solides. Celui-ci, ça fait 20 ans qu'il me résiste. Depuis 2010, ça fait pas grave. Vous relire et signaler. Cette phrase sonne lourde. Moi, j'aurais dit sonne lourd. Ce rythme est brisé. Cette répétition semble involontaire. Ah ah. Comparez vos choix au texte source. Vous avez condensé 3 phrases en une. Était-ce intentionnel? Pointez les endroits où vous vous êtes éloigné de l'original. Quand on discutait avec Frédéric Boyer et le collectif de 4 ou 5 personnes sur Jérémie, on faisait ça. La même chose. Votre usage, non pour me suivre, mais pour confronter votre intuition. Alors, dialogue possible. Vous, moi. J'hésite sur cette phrase. Voici ma version actuelle. Moi, lui. Voici 5 variations jouant sur le rythme, le registre, la syntaxe. Vous, moi. Aucune ne convient, mais la 3 me fait comprendre ce que je cherche. Moi, lui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la 3? Vous, moi. Le placement du verbe. Essayons maintenant. C'est un dialogue maïeutique. Je suis maïeutique sans le savoir, comme Monsieur Jourdain avec sa prose. Je ne fournis pas la solution, j'aide à l'accouchement. Quelle pas belle image par rapport à quelque chose d'aussi fort et beau. Recherche documentaire accélérée, ce que je peux faire. Donnez-moi tous les usages de Supernatural, en anglais, du 18e au 20e siècle. Ça, c'est l'exemple que je donnais avec Perplexity. Quels traducteurs français ont déjà traduit Lovecraft et comment ont-ils rendu ce passage? Ça, franchement, moi, là, c'est une question de principe. Est-ce que tu traduis en fonction de ce qu'ont traduit les autres? J'ai une grande révérence pour Jacques Papy. Est-ce que j'ai oublié ma découverte de Lovecraft par Jacques Papy dans les années 60? Non. Est-ce que je le relis après? Quelquefois même, j'aime les livres, j'aime les Deux Noëls, Présence du futur avec les traductions de Jacques Papy. Donc je le relis parce que c'est les Deux Noëls dans lesquels j'ai découvert Lovecraft. Est-ce que je vais aller voir? Je sais qu'il y en a que j'aime pas du tout, mais je ne citerai pas de nom. Il y en a d'autres que je respecte, etc. Non, je ne lis pas les autres traducteurs. Je me contrains sur Lovecraft, y compris dans des textes que je connais mal ou pas encore, à affronter directement la langue originale sans aller voir ce que les autres ont fait. Miroir de style, ce que je peux faire, analyser votre propre style de traducteur, identifier vos récurrences. Vous utilisez beaucoup, tandis que voulez-vous varier? Espace de dialogue, ce que nous faisons maintenant. Vous verbalisez votre démarche en me l'expliquant. Je suis le compagnon de réflexion. Même Freud n'aurait pas dit le contraire. Exemple de dialogue. Pourquoi arbre délicieux marche chez Bernard Noël alors que c'est objectivement un anglicisme? Analyse des connotations de delicate et délicieux, contexte Lovecraftien, audace poétique.
Vous, oui, mais c'est que... Et vous découvrez votre propre réponse en me parlant. Me dit-il, elle. Le contre-texte, usage radical. Et si vous me demandiez de produire la pire traduction possible, académique, plate, sans vie? Et là, vous êtes tente, allez, vas-y, fais-moi faire ça. Non, moi, c'est pas ça que je joue. Quand même, j'ai pris un texte exprès, un texte important. Pour travailler contre cette version, pour affirmer vos choix, vérifier qu'aucun contresens ne s'est glissé, etc., etc. Donc, de ces usages, et donc, principe fondamental, l'IA n'est jamais la source de la solution littéraire. Et vous qui pensez éliminer les traducteurs avec vos mots à mots un peu réchauffés dans la casserole, l'IA n'est jamais la source de la solution littéraire. Est-ce qu'ils le rediront dans 10 ans? Justement, c'est pour ça que maintenant, là, on s'y frotte. Cartographe de ce qui est, générateur de possibles à rejeter, mémoire des choix faits, interlocuteur pour la réflexion, accélérateur de recherche, vérificateur technique. Métaphore? Alors, métaphore, j'ai pas besoin qu'on m'explique. Pensez à un sculpteur. J'ai des copains sculpteurs, évidemment, c'est pas... Je suis à l'atelier avec tous les outils, je peux même dégrossir le bloc de marbre, mais je ne peux pas sentir où se cache la forme dans la pierre. Ah, et là, cette phrase, je la garderai. C'est votre main qui révèle l'œuvre. Ah bon, c'est ma main, c'est pas ma tête. Question pour votre pédagogie. Vous voyez, ça, il me renvoie. Ah, tu m'as dit pédagogique. Voilà ce que tu vas travailler. Alors, on y va. Moi, qu'est-ce que je lui réponds? Cela me pose problème. Cela réduit trop le langage à des manipulations vides. Traduction la plus mauvaise possible. Hors d'une intention et d'un questionnement littéraire. Je m'intéresse plutôt à comment travailler en amont, relisant ce paragraphe, pour que le premier jet de ma traduction, avant tout retravail, soit déjà cette voix et ce souffle que vous mentionniez. Par contre, les outils d'analyse différentes, des mots utilisés, des variantes de grammaire, me semblent plus prometteurs que l'usage habituel proposé des applications génératives, c'est-à-dire un mot à mot proposé par l'app générative que le traducteur n'aurait qu'à reprendre et remanier. Et là, il reprend. Alors, je vais passer un peu. Vous avez le PDF en téléchargement si vous voulez lire exactement. Three times, dream, marvelous, exploration des tensions syntaxiques. Alors, et là, il y va au boulot. While still he paused, je peux vous montrer l'inversion. Still he, archaïsme délibéré. La contradiction temporelle, paused, arrêt. Dans while, durée. Le still, encore, toujours. Suspension, état intermédiaire. Construction qui mime l'hésitation, le seuil. Votre usage, comprendre que cette phrase performe ce qu'elle décrit. La traduction comme performance. La scène, la représentation. Ah oui, mes potes, ils diraient ça aussi. L'hésitation de Carter au seuil. Votre traduction devra retrouver cette performativité, pas simplement le sens. Champ lexical de la verticalité, high terrace, above it, steep, northward, slopes, climb the chair. Champ lexical de l'éclat, golden, blaze, gleaming, prismatic, champ lexical, etc. Analyse des respirations, le rythme ternaire, 3, courte, cérémonielle. Le mardi soir, quand on fait nos ateliers d'écriture en direct, là, quand on analyse les contributions qui nous sont parvenues, c'est ça qu'on fait. Exactement. Soit qu'on fait exactement enquête sur les choix non faits, je peux aussi vous montrer. Ah, tiens, oui, mais moi je te l'avais pas demandé. Mais il se propose de me dire ce que Lovecraft aurait pu écrire, mais n'a pas écrit. Ça pourrait être... Alors, à quoi tu penses? Tu penses à George Louis Borges, dont le premier texte de fiction, vous savez, c'était cogné à la tête là dans une fenêtre pendant 3 semaines, de la fièvre. Quand il revient quand même que ça va mieux avec cette blessure qui commence à cicatriser, il se dit, est-ce que je suis encore capable d'écrire une critique littéraire? Et comme s'il s'agit de Borges, il dit, alors je vais écrire une critique littéraire, mais je vais écrire une critique littéraire que, si j'y arrive pas, je pourrais dire, c'est parce que j'avais pris un exercice idiot. Et il invente Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Voilà quelqu'un qui, pendant 30 ans, a recopié mot à mot le Quichotte en se demandant à chaque fois
Quelle solution aurait été meilleure? Eh oui, mais une meilleure solution, au prochain renversement, elle s'effondre. Donc Pierre Ménard, au bout de 30 ans, a produit comme un livre à lui une version du Quichotte identique au mot près à la totalité du Don Quichotte. C'est ça, le aurait pu écrire. Snatch away, et non, pulled away, taken away, removed, awaken. Pourquoi snatch, violence soudaine, connotation de vol, de rapt, action externe, votre usage, modèle possible, et là, voilà. Modèle possible de Lovecraft, ici, les villes de rêve de Lord Dunsany. Quoi? Tu connais Dunsany, toi? Les descriptions architecturales d'Edgar Poe, le vocabulaire des récits de voyage orientalistes du 19e, bah ouais, Lovecraft les connaissait tous, les visions célestes de la Bible, Apocalypse, Ézéchiel. Et Dunsany, est-ce qu'il savait que là, je l'ai, le penguin de Dunsany? Non, mais il est capable de me le ramener. Comprendre dans quel terreau culturel pousse ce texte pour choisir en français un terreau équivalent, pas nécessairement le même. Mystery hung about it, le mystère est pesant, suspendu, breathless, expectant, essoufflement et attente, etc. Votre usage, identifier les oxymores, les tensions productives, historique des traductions françaises, je peux vous donner toutes les traductions françaises existantes, les choix divergents des traducteurs, l'évolution historique, et pas hystérique de ces choix, pas pour les imiter, mais pour voir quels problèmes ils ont rencontrés, quelles solutions ils ont trouvées. Le processus que vous décrivez, phase d'immersion, vivre avec le texte source, le lire à voix haute, le rêver. Phase d'analyse, comprendre ses mécanismes profonds, c'est là que je peux aider. Phase de maturation, laisser le texte travailler en vous hors de toute action. Phase d'écriture, le premier jet qui sort déjà habité, déjà voix. L'IA ne peut rien dans les phases 1, 3 et 4, mais dans la phase 2, je peux être un instrument d'analyse, etc. Proposition concrète pour votre pédagogie. Jour 1, immersion intuitive, lire le texte 20 fois. Le recopier à la main. Noter ses premières impressions, sensations. Mais interdiction de traduire. Alors, franchement, c'est pas mon truc. Jour 2, analyse avec l'IA, utiliser l'IA comme microscope textuel, explorer chaque mot, chaque structure, comprendre les mécanismes, toujours sans traduire. Jour 3, maturation, laisser reposer, va te promener, laisser l'intuition et l'analyse fusionner. Jour 4, traduction, premier jet, d'un trait, sans retour en arrière, sans consulter ni l'IA ni les autres traductions. Jour 5, confrontation, comparer votre traduction, ne pas modifier encore. La vraie question, comment l'IA peut-elle nourrir l'intuition obscure du traducteur? Et là, tu te dis, tu vois, arrêtons de faire c'est le truc, ah, c'est les méchants! Non. Comment l'IA peut-elle nourrir l'intuition obscure du traducteur? Mais ça, c'est notre privilège. Et les applications génératives, bon là j'ai pris la meilleure, ne nous le contestent pas. En révélant les dimensions cachées du texte source, pas en proposant des solutions, mais en enrichissant notre regard, l'IA comme loupe et non comme plume. Est-ce plus proche de ce que vous cherchez? Alors là, j'y vais. Comment avez-vous pu citer, apprendre, trouver, analyser l'influence de Dunsany sur Lovecraft? Ce n'est pas un auteur désormais très connu, ni même étudié et publié. Excellente question. Elle touche au cœur de ce que je suis et de mes limites. Comment je connais, entre guillemets, Dunsany? Présence dans mes données d'entraînement. Lord Dunsany, Edward Plunkett, 1878-1957, apparaît dans mes données pour plusieurs raisons, ce qui fait que Dunsany, on a des textes de 1904-1906, les 51 Tales, elles sont toujours, il faudra encore attendre 2 ans avant qu'elles soient dans le domaine public. On en est là. Textes numérisés, ces œuvres sont dans le domaine public et massivement numérisées. Oui, mais c'est plus complexe que ça. Gutenberg Project, Internet Archive, etc. Études Lovecraftiennes. Lovecraft lui-même cite explicitement Dunsany dans ses lettres et essais et il dit qu'il a mangé Supernatural Horror in Literature, corpus académique, communautés en ligne, forums, blogs, sites dédiés à Lovecraft. C'est-à-dire, pourquoi je sais qu'il parle de Dunsany? Eh bien, parce que toi, tu en parles dans ton blog sur Lovecraft. Et que, bien sûr,
Tire-livre, moi j'ai pas mis de robot pour empêcher les IA d'aller s'y entraîner. Au contraire, ce que je sais vraiment, ce que je peux pas faire, avoir lu Dunsany comme vous lisez un livre, sentir cette influence profonde en comparant, etc. La vraie limite posée par votre question, vous pointez quelque chose de crucial. Je cite une influence connue sans forcément la comprendre en profondeur. C'est de la connaissance de seconde main. J'ai appris que Dunsany a influencé Lovecraft, je peux le citer de manière appropriée, mais ai-je vraiment la capacité d'analyser comment et pourquoi? Test de ma propre connaissance. Accélérons, et sinon regardez le PDF pour le détail, leçon pédagogique importante. Quand un étudiant utilise l'IA qui dit Lovecraft est influencé par Dunsany, il devrait se demander 1. L'IA le sait-elle vraiment ou répète-t-elle un consensus? 2. Puis-je vérifier cette affirmation? 3. Comment puis-je creuser plus profondément? C'est-à-dire que le mode d'emploi des applications génératives à l'usage des étudiants, qui est déjà un fait acquis, irréversible, l'IA est elle-même capable, mieux que nous, ou en tout cas si nous on ne le fait pas, elle est capable de le faire. Mais à condition que nous on pousse pour que l'étudiant aille le faire. Dire les outils que j'utilise, en quoi ils conditionnent ce que je pense et formule. L'IA comme point de départ, jamais comme point d'arrivée. Oui, on pourrait presque faire un dictionnaire des axiomes que produit lors de l'exercice. Pourquoi ai-je pu citer Dunsany malgré son relatif oubli? Parce qu'il n'est pas oublié dans les études Lovecraftiennes, à preuve que j'ai Dunsany là dans ma bibliothèque Lovecraft. Ces textes sont accessibles numériquement. Évidemment, moi aussi, là, je ne sais plus où aller, ma petite liseuse, j'ai tout ça là-dedans. Je répète un consensus critique. Pour votre enseignement, cette discussion pourrait illustrer comment interroger les références, etc. Bravo pour cette analyse. La puissance d'outils comme Claude semble un océan à maîtriser, d'où notre propension pour apprendre à les solliciter pour des exercices inutiles. Ça, des fois, moi, ça me fait marrer, tu vois. Ceux qui veulent démontrer des choses avec l'IA, attendez, voilà. Je lui ai dit, je mets mon nom et mon dernier roman, je m'appelle un tel et j'ai publié ça. Qu'est-ce que tu m'en dis? Non, c'est pas ça, mon gars. Ça sert à rien, ça. Tu le sais bien. Ce qu'il y avait d'écrit dans ton livre, puisque tu l'as écrit. Et puis, qui tu es, t'as qu'à regarder ta carte d'identité. Voici un résumé parmi d'autres cueillis sur Internet concernant Cada fait inconnu. Alors, j'ai pris sur, je sais même pas, Wikipédia, des blogs, j'ai pris un résumé. Et on va finir là-dessus. Peut-on tenter une brève ébauche de récit qui le transpose dans une métropole contemporaine? C'est-à-dire, on a quand même là travailler tout ça. Ça fait 2 heures que je travaillais avec. Et là, dire, sachant tout ce qu'on vient de faire, voici maintenant juste un synopsis. Randolph Carter rêve par 3 fois d'une majestueuse cité au coucher de soleil, mais chaque fois il est brutalement arraché de son rêve avant d'en voir plus. Aussi prit-il, etc. Voici le résumé du livre. Et je lui dis, maintenant, tu prends ça et on va faire une version contemporaine. Alors évidemment, après, il y avait une deuxième étape qui aurait été de dire ce qu'on a déjà fait, nous, dans une vidéo précédente, dire je prends ce texte et je le pousse avec tout. Bon, il était temps que j'arrête. Peut-être qu'il est temps qu'on arrête la fausse conférence. 3 nuits de suite, Randolph Carter rêva de la ville au moment précis où le soleil couchant embrase les tours de verre de Midtown. Il se tenait toujours au même endroit sur l'observation deck du Woolworth Building, fermé depuis des années. Il regardait vers le nord. Manhattan flamboyait non pas du feu orange du crépuscule ordinaire, mais d'une lumière dorée impossible qui semblait venir de l'intérieur même des buildings. Les rues en contrebas formaient des canyons de lumière prismatique. Les taxis jaunes y traçaient des lignes incandescentes et au-delà de Central Park, quelque chose s'élevait, une silhouette architecturale qu'aucun plan de la ville ne mentionnait. 3 nuits et 3 fois, il fut arraché au rêve au moment exact où il allait distinguer cette forme impossible. 4e matin, Carter pria. Pas dans une église, il n'y croyait pas, mais debout sur le Brooklyn Bridge, à l'aube, face à la skyline, il supplia les dieux anonymes de la ville, ceux qui règnent dans les sous-sols du métro et au sommet des gratte-ciel condamnés, de lui montrer ce qu'il avait entrevu. Il offrit ce qu'il avait, ses insomnies, sa solitude d'écrivain raté, sa connaissance intime des rues que personne n'emprunte plus. Mais les dieux ne répondirent pas. Pire, les rêves cessèrent entièrement. Pendant des semaines,
Carter dormit d'un sommeil plat, gris, vide, il comprit alors qu'on lui avait retiré quelque chose non par indifférence mais délibérément, comme on confisque un jouet à un enfant désobéissant. Alors il décida de se rendre à Kadaf. Personne ne sait où se trouve Kadaf. Certains disent que c'est le nom secret du dernier étage du Chrysler Building, celui qui n'apparaît sur aucun plan. D'autres parlent d'une station fantôme du métro, quelque part sous City Hall. Les plus vieux immigrants, ceux qui sont arrivés avant que la ville n'ait des gratte-ciel, murmurent qu'il s'agit d'une île dans l'East River, visible seulement à marée basse, par temps de brouillard. Carter commença ses recherches. Il interrogea les sans-abri qui dorment dans les tunnels du métro. Certains rêvent encore, disent-ils, d'anciennes lignes, celles qui menaient à des quartiers engloutis. Il parla aux vieux gardiens de nuit des buildings art déco, ceux qui connaissent des escaliers de service oubliés. Il écuma les boutiques d'occultisme de Chinatown où l'on vend des plans de la ville datant d'avant 1898 quand Brooklyn était encore séparée. Un soir, dans un bar clandestin sur Canal Street, le genre d'endroit sans enseigne où l'on entre par une porte de cave, un barman tatoué lui dit « Tu veux descendre ?» Il y a 70 niveaux sous le niveau de la mer, commence par le plus profond. Carter découvrit l'entrée. 3 nuits plus tard, une bouche de métro condamnée près de Worth Street, scellée depuis les années 1940. Il força le cadenas rouillé, puis descendit. Les 70 étages ne sont pas des étages au sens architectural, ce sont des strates géologiques, temporelles, psychiques. Plus on descend, plus la ville devient ancienne. Au 10e niveau, c'était le New York des années 1980, tag, néon mort. Au 20e, les années 1920, Speakeasy Phantom, Jazz Spectral. Au 30e, la ville hollandaise, Nieuw Amsterdam, avec ses rues de terre et ses gibets. Plus bas encore, Carter perdait la notion de ce qui était rêve, de ce qui était descente réelle. Au 70e niveau, il atteignit le temple des seuils, pas un bâtiment, mais une plateforme de métro circulaire infiniment ancienne, éclairée par des lampes à arc qui bourdonnaient encore comme des insectes agonisants. 3 silhouettes l'attendaient. Elles portaient les uniformes orange des employés du MTA, mais leur visage était trop vieux, leurs yeux trop fixes. Vous voulez aller à Kadaf, dit la première. Ce n'était pas une question. Les dieux ne parlent plus aux rêveurs, dit la deuxième. Vous savez ce qui arrive à ceux qui les forcent, demanda la troisième. Carter répondit qu'il le savait, ou plutôt qu'il l'ignorait, mais qu'il irait quand même. Les 3 silhouettes hochèrent la tête avec quelque chose qui ressemblait à du respect, peut-être à de la pitié. Il y a un train, dirent tels à l'unisson. Il passe une fois par cycle. Il ne s'arrête pas, mais vous pouvez monter si vous êtes assez rapide. Il va vers le nord, toujours vers le nord, sous l'Hudson, sous les Catskills, jusqu'aux montagnes froides où la ville rêve d'elle-même. Kadaf, murmura Carter. Kadaf, confirmèrent les gardiens. Mais attention, les dieux qui y habitent ne sont plus ceux que vous avez priés. Ce sont ceux qui ont été oubliés quand la ville a grandi trop vite. Ils sont affamés, ils sont en colère. Dans le lointain, Carter entendit le grondement d'un train qui approchait, mais pas comme les trains ordinaires. C'était un son qui venait de plus profond encore, des fondations mêmes de la réalité urbaine. Voilà, je m'en tiens là. On n'est pas débarrassé de ces machins-là. Vous êtes d'accord au moins sur ça. Merci d'avoir fait le voyage.